Christophe Colomb ne revient jamais de sa première exploration en 1492. Contexte historique initial, 1492. En août 1492, Christophe Colomb, un navigateur génois de 41 ans, quitte le port de Palos de la Frontera avec une flotte modeste, la Santa Maria, navire amiral de 100 tonneaux, la Pinta, caravelle de 50 tonneaux commandée par Martín Alonso Pinzón, et la Niña, caravelle de 40 tonneaux sous Vicente Yáñez Pinzón, financée par les rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Après des mois de négociations, Colomb avait essuyé un refus initial en 1486. Le voyage coûte environ 2 millions de maravédis, financés par une taxe sur le clergé et la confiscation des biens juifs expulsés en 1492. Le 3 août, les navires partent avec 90 hommes, dont des marins, des interprètes comme Luis de Torres et des nobles comme Diego de Arana. Le 12 octobre 1492, après 33 jours de traversée, Colomb atteint Guanahani, probablement San Salvador, Bahamas, rencontrant les Taínos, une population arawak d'environ 250 000 individus dans les Caraïbes. Il note dans son journal leurs ornements d'or et leur hospitalité. Historiquement, il repart le 5 janvier 1493, subit une tempête et revient à Lisbonne le 4 mars, puis à Barcelone le 15 mars. Dans ce scénario, supposons qu'une tempête le 6 janvier 1493 détruit la flotte près de Hispaniola, tuant tous à bord, y compris les Pinzón qui auraient pu rentrer séparément. Aucun survivant ne rapporte les nouvelles, laissant l'Espagne dans l'ignorance. Réaction immédiate en Europe, 792-795. Le silence s'installe après l'échéance prévue de retour, fin 1492. À la cour de Santa Fe, près de Grenade, Isabelle et Ferdinand attendent des mois, espérant des nouvelles via des pigeons ou des navires de ravitaillement hypothétiques. En décembre 1492, des rumeurs de mutinerie ou de désertion circulent parmi les marins restés à Palos. En mars 1493, sans signe, les rois concluent à un naufrage, attribué aux tempêtes fréquentes de l'Atlantique, comme celle de 1492 qui endommagea la Pinta. Le coût financier, équivalent à 1/3 des revenus annuels de la couronne, freine une nouvelle expédition avant 1495, d'autant que la guerre de Grenade, achevée le 2 janvier 1492, a épuisé les caisses. Les marchands de Séville, qui espéraient des épices asiatiques, perdent confiance. Pendant ce temps, le Portugal, sous Jean II, poursuit ses avancées. Bartholoméo Dias revient de son contournement du cap de Bonne-Espérance, 1488, et prépare une route indienne. Le traité d'Alcasovas, 1469, réglant les sphères d'influence, reste inchangé, l'Espagne n'ayant rien à revendiquer à l'ouest. Les navigateurs, comme João Fernandes Lavrador, explorent l'Atlantique Nord, mais sans indice d'un nouveau continent. Période d'attente et hésitation, 1495-10. Les années 1495-1500 marquent une stagnation. L'Espagne, occupée par l'Inquisition, lancée en 1478, intensifiée en 1492 avec l'expulsion des Juifs, redirige ses fonds vers des campagnes contre les Morisques de Grenade. Ferdinand négocie des mariages, Catherine d'Aragon avec Arthur Tudor en 1497, plutôt que de financer des explorations. Les marins basques, pêchant la morue près du Newfoundland depuis les années 1480, rapportent des terres lointaines, mais leurs récits, transmis dans des tavernes de Bilbao, sont ignorés par la cour. En 1498, Vasco de Gama atteint Calicut, Inde, via le Cap, ramenant des épices et confirmant la viabilité de la route orientale, ce qui détourne l'attention portugaise. À Venise, les marchands comme les corners notent une baisse des prix des épices, réduisant l'urgence d'explorer l'Ouest. En 1500,
Pedro Alvarez Cabral découvre accidentellement le Brésil, mais sans lien avec les Caraïbes. Cette découverte reste marginale. L'idée d'un continent séparant l'Europe de l'Asie, formulée plus tard par Amerigo Vespucci, 1501-1502, n'émerge pas, faute de point de départ. Les cartographes comme Martin Béhaim, Globe de 1492, maintiennent une vision erronée d'un océan étroit. Reprise des explorations, 1510-1530. Vers 1510, l'impasse force une reprise. En 1512, Manuel Ier de Portugal, enrichi par l'Inde, envoie Diogo Lopez de Sequeira explorer l'Atlantique Ouest. Le 20 avril 1515, il atteint Porto Rico, rencontrant des Taïnos décimés par des maladies locales, non européennes, mais intactes par les Européens. Il retourne à Lisbonne en 1516 avec des échantillons d'or, lançant une colonisation graduelle. L'Espagne, informée, proteste, mais le traité de Tordesillas est renégocié en 1120 lors d'une réunion à Badajoz, accordant au Portugal les Caraïbes et une partie du Sud, Brésil élargi. Les Espagnols, frustrés, se tournent vers l'Afrique. Ceuta, 1415. La colonisation portugaise débute en 1518, avec des forts à Santo Domingo, utilisant 500 esclaves africains importés via l'île de Sao Tomé. Les Taïnos, épargnés jusqu'alors, subissent une chute démographique dès 1520 avec la variole. L'extraction d'or débute en 1525, mais à petite échelle, retardant l'afflux massif d'argent, Potosi, actif historiquement en 1545. Conséquences politiques et économiques, 1130-1600. L'Espagne, privée de l'Amérique, reste une puissance médiocre. En 1535, Charles Quint, empereur du Saint-Empire, finance des campagnes contre les Ottomans, Malte, 1565, sans les ressources américaines, s'endettant auprès des fugueurs. Le Portugal domine, exportant 10 tonnes d'or caraïbe par an dès 1540, renforçant son alliance avec la France, traité de Blois, 1523. L'Angleterre, sous Henri VIII, lance en 1532 une expédition avec John Cabot, fils de Sébastien, atteignant la baie de Chesapeake. En 1540, des colonies anglaises s'installent en Virginie, anticipant Jamestown, 1607. La guerre anglo-portugaise éclate en 1562, 26 ans avant l'Armada, 1588. Économiquement, l'absence de l'échange colombien, maïs, pommes de terre, maintient des rendements agricoles faibles. La famine de 1527-1529 tue 10% de la population flamande. Les Ottomans, sous Soliman le Magnifique, 1520-1566, contrôlent les routes de la soie, fixant les prix des épices à Venise à des niveaux élevés jusqu'en 1570. Évolution culturelle et globale, 1600-1800. Culturellement, la Renaissance s'essouffle. Sans or américain, les mécènes comme les Médicis réduisent leurs commandes. Michel-Ange termine la Pietà, 498-1499, mais pas la chapelle Sixtine, 508-1512 historiquement. Érasme, à Louvain, publie son éloge de la folie, 1511, et influence Martin Luther, accélérant la réforme, 95 thèses en 1517. La contre-réforme, sans fonds espagnols, est faible. Le concile de Trente, 1545, est ajourné en 1547. Les Incas, sous Atahualpa, exécutés historiquement en 1533, unifient leur empire jusqu'en 1605, repoussant une invasion portugaise en 1598 avec des alliances chiliennes. Les Aztèques, sous Moctezuma II, renforcent Tenochtitlan, résistant jusqu'en 1612. Ces empires hybrides adoptent les mousquets européens via des déserteurs, créant une confédération caraïbo-mexicaine en 1650. Conclusion et projection, 1800 et au-delà. En 1800, l'Europe, moins industrialisée, dépend des Ottomans pour le coton égyptien. L'Angleterre colonise l'Amérique du Nord, États-Unis en 1750, mais avec une population amérindienne de 5 millions,
intégrés dans des États comme la Confédération iroquoise. La révolution industrielle débute en 1820 en Angleterre, retardée par l'absence de caoutchouc amazonien. La Chine, sous la dynastie Qing, domine l'Asie avec la route de la soie modernisée, 1840. L'Amérique du Sud reste portugaise, avec une culture métissée, langue tupi portugaise, tandis que l'Espagne décline, absorbée par la France napoléonienne en 1810. Merci pour votre abonnement et vos partages. À très bientôt.